C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e numéro de C'est l'info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité et de décryptage au sommaire cette semaine. Des poignées de main, une bonne entente affichée à Singapour mardi. Donald Trump et Kim Jong-un ont signé devant les caméras du monde entier un document commun pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Quels sont les principaux enjeux de ce sommet? On y revient dans une poignée de secondes avec Michael Assoumou. Nous reviendrons aussi sur le long périple des 629 migrants qui se trouvent à bord de l'Aquarius et de 2 navires italiens. 3 bateaux qui naviguent désormais près des côtes espagnoles. Le seul état à bien vouloir accueillir cet Aquarius à Valence. Nous recevrons à ce sujet Jean-Pierre Lacan. Il est l'un des administrateurs de SOS Méditerranée, l'association qui a recueilli les 629 migrants, une ONG française, il faut le souligner. Et puis la Coupe du Monde 2018 de football débutait ce jeudi à Moscou sous l'œil de Vladimir Poutine. Le premier match avait lieu d'ailleurs entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui s'est soldé par une victoire 5-0 de la Russie. Mais alors justement nous nous posons cette question suivante: la Coupe du Monde n'est-elle pas une façon de redorer l'image de Vladimir Poutine et plus généralement l'image de son pays, la Russie? Le monde qui bouge, ce sera donc avec Fabien Herbert qui reviendra sur cette actualité, puis vos chroniques habituelles ici Londres et le duplex de Franck Payenav qui s'est rendu dans le sud-ouest de la France où il y a eu de nouvelles inondations à Salis, notamment dans les Pyrénées. La revue de presse avec vous, Michael Assoumou. On revient donc sur ce sommet inattendu entre Trump et Kim Jong-un, Corée du Nord, États-Unis. Ça avait lieu cette semaine. Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle analyse de l'actualité internationale. Thème devenu récurrent et ce aux dépens de ma volonté, mais actualité internationale obligeant, c'est bien Kim Jong-un qui tient une fois de plus le rôle vedette de cette chronique. En effet, le dirigeant nord-coréen a rencontré ce mardi 12 juin 2018 à Singapour le président Donald Trump. C'est donc un score de 1-0 pour le dirigeant américain qui, après l'annulation il y a plus d'un mois d'un premier sommet à Washington, a réussi à obtenir un document commun dont le troisième paragraphe fait directement référence à l'accord intercoréen du 27 avril à Panmunjom, lors d'une rencontre historique à la frontière et engageant Kim Jong-un à procéder à une dénucléarisation progressive de la péninsule coréenne. Intéressons-nous aux réactions que ce sommet historique a provoquées au sein de la presse politique. Pour le Washington Post, suite à la rencontre historique du 12 juin entre Donald Trump et Kim Jong-un, les négociations concrètes seront longues et difficiles, explique alors un journaliste américain. Mais l'échec n'est pas dans l'intérêt des deux dirigeants. À grand renfort de sourires, de poignées de main et de déclarations chaleureuses, le président Trump et nord-coréen Kim Jong-un sont entrés dans les livres d'histoire à Singapour, comme étant les 2 premiers dirigeants de leur pays à s'être rencontrés en personne. Cependant, prudence est de mise, car les États-Unis et la communauté internationale se sont déjà efforcés par le passé de juguler la Corée du Nord. 3 présidents américains parmi les plus récents ont pris part à des accords par lesquels Pyongyang s'engageait à mettre fin à son programme nucléaire. Pour le journal en ligne Slate, ces derniers jours, plusieurs spécialistes ont expliqué que cela ne voudrait rien dire, tant que l'on ne disposerait pas d'un inventaire détaillé des stocks actuels de la Corée du Nord et d'un calendrier de démantèlement. La déclaration commune ne propose ni calendrier, ni inventaire, ni même de proposition par Pyongyang de calendrier d'inventaire. À chaque fois, ces engagements sont restés lettres mortes. Les promesses se sont révélées creuses et la Corée du Nord a continué à développer des ogives nucléaires ainsi que les moyens de les lancer sur l'autre rive de l'océan Pacifique, conclut le journaliste du Washington Post. Corée International partage cette analyse à travers les journaux du monde entier qui, de Séoul à Conakry, ont suivi, commenté et analysé le sommet Trump-Kim et ses résultats. Si d'aucuns saluent une avancée majeure pour la paix dans le monde, comme le journal sud-coréen Pressian, d'autres se montrent plus prudents et attendent de voir les conséquences réelles de l'accord. Au-delà de l'accord commun, cette rencontre fut également placée sous le sceau de la diplomatie car elle inaugure la première rencontre de style entre 2 personnages dont l'image, la stature et l'attitude s'opposent. Mais malgré les différences, ils semblent n'avoir commis aucun impair. Au niveau du protocole, l'un des soucis majeurs fut ainsi la différence importante de taille entre les 2 hommes. Donald Trump n'est pas loin d'1m90 et Kim Jong-un mesure 1m67. Il semblerait que pour les photos, les Nord-Coréens auraient exprimé une préférence pour une position assise de leur leader. Aujourd'hui Kim, demain Kamini, titre le quotidien allemand Tagesspiegel dans un éditorial très critique.
Il s'agissait véritablement d'un acte juste, déclare le journal, courageux et historique pour la paix dans le monde que de tendre la main à un dictateur qui affame son peuple, piétine les droits de l'homme et dirige le plus grand camp de torture au monde. Un pays qui se place tout en bas du classement de la liberté de la presse. Alors Donald Trump devrait franchir la prochaine étape logique et aller à la rencontre des mollahs de Téhéran. Quant au quotidien guinéen, le Daily, il dresse un bilan africain de ce sommet. Donald Trump qui rencontre Kim Jong-un dans un hôtel huppé de Singapour, c'est a priori le cadet des soucis des Africains. Mais à tous et à toutes, Donald Trump et Kim Jong-un semblent vouloir dire qu'aucun conflit n'est immuable, qu'aucune différence n'est éternelle. Pour le site web Slate, Kim est donc reparti de Singapour avec un important butin, la légitimation de son régime, désormais considéré comme une puissance mondiale digne d'être traitée d'égal à égal par un président américain, qui a d'ailleurs évoqué la possibilité d'une future rencontre à la Maison-Blanche. Lors de la conférence de presse post-sommet, Donald Trump a expliqué que son instinct était un instrument de mesure fiable et qu'il a conseillé à Kim Jong-un de bâtir un complexe immobilier afin de transformer les perspectives économiques de la Corée du Nord, l'une des régions d'Asie les plus pauvres de la planète. Il a dit, et je cite, « Regardez cette vue, ça ferait un complexe immobilier génial ». Une chose est sûre, cette rencontre fut historique pour bien des raisons. Elle a eu le don de faire croire, même aux plus sceptiques d'entre nous, que tout est possible, d'un point de vue international. C'est ainsi que s'achève ma revue de presse hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'est l'info, l'invité de la semaine. 629 migrants ballottés en Méditerranée depuis dimanche après le refus de l'Italie et de Malte de les accueillir sont partis mardi soir vers l'Espagne dans un navire dénommé Aquarius et qui appartient à l'association SOS Méditerranée, association européenne de sauvetage en mer créée en juin 2015. Nous recevons l'un des membres du conseil d'administration de SOS Méditerranée, Jean-Pierre Lacan. Bonjour. Bonjour. Première question, alors nous enregistrons cette interview ce mercredi 13 juin, il est actuellement 20h30. Où se situe actuellement l'Aquarius ? Eh bien, l'Aquarius et les deux navires italiens qui l'accompagnent vers Valence, en Espagne, s'éloignent progressivement des côtes de Sicile par l'ouest de Marsala, plus exactement. Ils ont fait un petit stop il y a une heure environ pour ravitailler l'Aquarius, qui n'avait pas suffisamment de nourriture et d'eau à bord pour franchir maintenant la grande traversée qui va le conduire jusque vers Valencia, qui est une traversée de là un peu plus d'un millier de kilomètres, on va dire 1200 kilomètres, 1300 kilomètres environ, pour rejoindre Valencia. Voilà où en est en ce moment l'Aquarius. Donc il quitte les côtes de Sicile et s'engage donc dans le canal, ce qu'on appelle le canal de Sicile. Oui, alors Jean-Pierre Lacan, pour rappeler les faits aux auditeurs les moins bien informés, que s'est-il passé le week-end dernier ? Vous avez donc récupéré un certain nombre de migrants dans les eaux libyennes, hein ? Oui, alors effectivement, nous avons quitté le port de Catane où on venait de débarquer des migrants naufragés vendredi dans la journée. Vendredi soir, le navire était encore pas très éloigné des côtes de Sicile. Nous avons d'ailleurs pu le joindre en direct lors de la soirée de l'appel du 8 juin au Mucem à Marseille. Ça, c'était donc dans la soirée de vendredi. Samedi matin, tout début de journée, il avait rejoint ce qu'on appelle la zone SAR, la zone de sauvetage libyenne, donc dans les eaux internationales au large de la Libye. Et là, il a commencé ses opérations. Il s'est mis en contact. Il a été mis en contact avec le MRCC, le Centre de coordination des secours de Rome, qui a autorité sur cette zone de sauvetage au large de la Libye. La journée s'est poursuivie avec une succession de transbordements, puis ensuite, d'abord de sauvetage direct, puis ensuite de transbordement. Et effectivement, la journée s'est achevée, samedi s'est achevée avec 630 rescapés à bord.
Il faut souligner que les deux dernières opérations, qui étaient des opérations de sauvetage direct, se sont déroulées dans des conditions particulièrement difficiles, puisqu'il faisait nuit et que l'un des canaux de migrants, vous savez, ce sont ces radeaux gonflables avec deux boudins pneumatiques qui en serrent un plancher mal monté généralement avec des vis qui dépassent et où se blessent les migrants. L'un de ces radeaux gonflables avait vu son plancher se briser et donc on avait des gens à l'eau, des hommes, des femmes, des enfants à l'eau que nous sommes allés récupérer. On a réussi à tous les sauver. On a réussi même à ramener quelqu'un qui était inanimé et à le secourir à temps à bord de l'Aquarius. Ça a été un sauvetage compliqué. Tout ça sous le contrôle évidemment des autorités italiennes, donc du MRCC de Rome, du Centre de coordination des secours de Rome, il faut le rappeler. D'ailleurs, les transbordements qui ont eu lieu au cours de cette journée, il y en a eu 2, il y en a eu 3 au total, dont 2 étaient des transbordements de rescapés qui avaient été pris en charge par des navires d'État italiens, navires des gardes-côtes italiens, qui donc nous ont ensuite, le centre de secours de Rome nous a demandé ensuite de transborder, de récupérer donc ces naufragés à bord de l'Aquarius. Donc 630 rescapés au soir de samedi, dans la soirée de samedi à bord de l'Aquarius, et une consigne donnée par l'autorité de Rome de mettre cap au nord. Voilà, c'est la consigne qui a été donnée samedi soir, donc nous avons mis le cap au nord. Et oui, vous avez mis le cap sur le nord et c'est là que le périple a réellement commencé pour l'Aquarius, puisque vous avez cherché un port d'attache tout d'abord en Italie et puis l'Italie... Non, excusez-moi de vous interrompre, non, nous ne cherchons pas nous des ports de débarquement. Nous opérons dans le respect total des règles des conventions maritimes du droit de la mer et donc on est en étroite collaboration coopération avec le centre de secours de Rome. Et c'est au centre de secours de Rome qu'il appartient de nous donner un port de destination. Dans la soirée de samedi, le MRCC de Rome s'est simplement contenté de nous dire « mettez le cap au nord ». Donc nous attendions bien évidemment qu'il nous désigne un peu plus tard un port de débarquement. On appelle ça un port sûr, place of safety en anglais, un port sûr et qui, selon les règles du droit, des conventions internationales du droit de la mer, doit se trouver à un temps de parcours raisonnable du navire sauveteur. Voilà. Donc on s'attendait donc que dans les heures qui ont suivi la consigne qui nous disait de mettre le cap au nord, on s'attendait à ce que le MRCC de Rome nous donne un port de débarquement. Oui. Oui, je vous en prie. Ouais. Alors, SOS Méditerranée, donc une association française. Le pavillon du bateau Aquarius, sous quel pavillon est-il ? Alors, c'est un pavillon Gibraltar. Il faut savoir que nous ne sommes pas les propriétaires de l'Aquarius. Nous sommes simplement les affréteurs. L'armateur de l'Aquarius, c'est une société maritime allemande, Gismund Shipping, qui nous louons l'Aquarius. Et donc c'est Gismund Shipping qui a placé ce navire sous pavillon Gibraltar. D'accord, et c'est cette société qui finance du coup l'Aquarius ? Absolument pas, c'est nous qui finançons, enfin on loue l'Aquarius à Gismund Shipping, c'est donc tout le coût opérationnel de l'Aquarius, y compris le coût de l'affrètement, le prix de l'affrètement, c'est nous qui le finançons. Alors quand je dis c'est nous qui le finançons, ce sont à la fois les 4 associations SOS Méditerranée. Je vous rappelle que nous sommes un réseau d'associations européennes, donc il y a une association française, SOS Méditerranée France, une association allemande, une association italienne et une association suisse. Des 4 associations, nous sommes, SOS Méditerranée France, le plus gros contributeur. Et ensuite, nous sommes une association, nous travaillons en collaboration, nous avons un contrat d'association avec MSF Pays-Bas, qui fournit à l'Aquarius toute l'équipe médicale, une dizaine de personnes, médecins, infirmiers, qui sont à bord, et MSF Pays-Bas participe pour moitié au coût opérationnel de l'Aquarius.
Ce coût opérationnel, il est de 11 000 euros. 11 000 euros. Nous sommes en opération depuis février 2016. Depuis février 2016, donc chaque jour de mer de l'Aquarius coûte 11 000 euros. Et depuis février 2016, nous arrivons à financer ce coût opérationnel grâce à la mobilisation citoyenne. Plus de 95% de notre budget est apporté par des dons de particuliers. Ouais, c'est quand même énorme. Dans cette affaire, néanmoins, considérez-vous que le droit maritime a été bafoué finalement par des gens peut-être plus soucieux de leurs intérêts que le devoir humanitaire élémentaire? En clair, considérez-vous, Jean-Pierre Lacan, que eh bien c'est normal que deux chefs de gouvernement, italiens et maltais, refusent d'appliquer pour des motifs politiques le règlement de Dublin sur le droit d'asile? Et il ne m'appartient pas de juger l'attitude des gouvernements. Nous, notre mission, c'est le sauvetage en mer, et que le sauvetage en mer. Et nous faisons tout pour que nous puissions opérer cette mission dans les meilleures conditions possibles. Et nous sommes extrêmement soucieux de respecter, nous, les dispositions des conventions internationales du droit de la mer. Notamment de la convention SAR, dite de Hambourg, de 1979, qui organise le sauvetage en mer. Alors je rappelle les règles que pose cette convention. Les mers du globe, les eaux internationales des mers du globe sont divisées en zones de sauvetage. Ces zones de sauvetage sont confiées à la responsabilité d'un État riverain qui doit mettre en place une organisation de coordination des secours. C'est ce qu'on appelle les MRCC. Et ce sont ces MRCC qui organisent et qui donnent des consignes aux navires croisant dans une zone de naufrage pour aller porter secours. Vous savez que c'est une obligation du droit de la mer que pour tout navire qui croise dans une zone de naufrage de se dérouter pour aller porter secours. Nous nous situons, nous, dans le cadre de cette convention. Donc nous sommes sous l'autorité du MRCC de Rome, puisque c'est lui qui est compétent en l'absence des autorités libyennes. La Libye n'a jamais consenti à organiser les coordinations, le sauvetage au large de ses côtes. Donc par défaut de la Libye, c'est l'Italie qui a pris cette responsabilité, cette charge. Donc nous nous plaçons sous l'autorité de Rome, sous l'autorité du MRCC de Rome, et nous ne répondons qu'aux consignes de l'autorité de Rome, de l'autorité navale du MRCC de Rome. Il ne nous appartient donc pas de juger la politique des États et les décisions des États. Nous appliquons les consignes du centre de secours de Rome et là, en l'occurrence, les consignes du centre de secours de Rome qui doivent obéir aux règles du droit international, c'est-à-dire à donner aux bateaux de sauvetage, aux bateaux sauveteurs, un port sûr de destination qui soit à distance raisonnable de la zone de naufrage. Aujourd'hui, le port sûr qu'on nous a donné, c'est Valencia en Espagne, à 1500 km de Malte. On appréciera la conception du terme raisonnable qui figure dans la convention SAR. Voilà. Je me contenterai de dire ça. Et puis une dernière question, Jean-Pierre Lacan, autour des passeurs. Quelles sont les relations que vous, SOS Méditerranée, mais également les autres ONG et associations, entretenez-vous avec ces passeurs? Parce que finalement, on peut se demander si les passeurs ne sortent pas renforcés d'une telle affaire. On leur garantit donc un débarquement dans un port européen. Je me fais l'avocat du diable. Permettez-moi de sourire. Nous n'avons bien évidemment aucune relation avec les passeurs, puisque les passeurs, nous ne les rencontrons pas. Peut-on imaginer qu'un passeur prenne le risque d'embarquer sur ces radeaux gonflables qui n'ont que 5-6 heures de tenue à la mer? Les passeurs sont des criminels. Il faut le dire haut et fort. Je veux dire qu'ils ne se préoccupent pas du sort des migrants qu'ils forcent et qu'ils contraignent parfois sous la menace des armes à embarquer sur ces bateaux, sur ces radeaux gonflables. Ils ne s'en soucient pas. Ce sont des criminels. Ils savent que la plupart de ceux qui embarquent à bord de ces radeaux gonflables vont à la mort. Ils le savent.
mais ils s'en, excusez-moi, mais ce n'est Oui, pas leur on- souci du on tout, comprend bien. du tout. Du tout, ce sont des criminels. Quand on nous accuse de provoquer, un appel d'air des migrations illégales à travers la Méditerranée, permettez-moi de sourire. L'appel d'air, quand on n'est pas là, ça continue. Il continue de partir. Ces criminels continuent à envoyer des gens à la mort, même y compris quand on n'est pas là. Aujourd'hui, l'Aquarius est en train de s'éloigner de la zone des naufrages, privant ainsi cette zone d'un moyen important de secours, et les naufrages continuent. Vous avez vu que ce soir, ou dans la journée, un navire des gardes-côtes italiens a débarqué au port de Catane, je crois, plus de 900 naufragés qu'il avait récupérés lundi au large des côtes libyennes. Il y avait à ce moment-là, lundi, au large des côtes libyennes, il n'y avait plus à ce moment-là qu'un seul navire d'ONG, le Sea-Watch 3, je crois, qui est un navire allemand. Il était seul dans cette zone-là. Ouais. Seul, nous n'y étions plus. Ouais. Alors, accuser les ONG de provoquer un appel d'air, d'être en coopération, de travailler en coopération avec les passeurs, de servir leurs intérêts, excusez-moi, c'est de la diffamation. Eh bien voilà. C'est totalement scandaleux. En tout cas, Totalement scandaleux. voilà, mais cela valait le coup en tout cas que les choses soient des plus claires possibles. Et c'est pourquoi donc à C'est l'Info nous avons décidé en tout cas de vous inviter, Monsieur Lacan, Jean-Pierre Lacan, membre du conseil d'administration SOS Méditerranée. Merci d'avoir accepté l'invitation de C'est l'Info. Merci, bonne soirée. Le monde qui bouge, Fabien Herbert. Bonjour Fabien Herbert. Bonjour Martin. Nous allons parler sport, football et géopolitique alors que la Coupe du Monde a commencé ce jeudi 14 juin et le premier match entre la Russie et l'Arabie Saoudite suivi d'une cérémonie d'ouverture. Quels sont les enjeux politiques de ce mondial en Russie ? Alors, ces enjeux politiques sont de nature différente. Il y a tout d'abord une question de politique intérieure à la Russie. L'organisation de la plus grande des compétitions est évidemment un facteur de fierté pour les Russes et leur président Vladimir Poutine. Si les retombées économiques ne sont pas à la hauteur des 21 milliards d'euros investis, les dirigeants russes auront envie de montrer une image positive de leur pays. Pour cela se posera la question des hooligans russes et surtout celle de la sécurité contre une éventuelle attaque terroriste. Pour la question des hooligans, l'organisation de la Coupe des Confédérations en Russie l'an dernier a été une répétition plutôt réussie. Pour ce qui est des risques terroristes, la Russie a déjà montré sa capacité à assurer une sécurité d'ampleur lors des JO de Sotchi en 2014. Et puis, il y a bien sûr l'enjeu sportif pour savoir jusqu'où ira la Sbornaïa, l'équipe nationale russe. L'objectif affiché étant de passer le premier tour pour une équipe qui n'a gagné aucun match en 2018. Et qu'en est-il des enjeux à l'international ? Alors, hormis les questions d'image déjà évoquées, il y a les difficultés diplomatiques en cours entre occidentaux et russes. Ainsi, suite à l'affaire Skripal, du nom de cet ancien espion russe empoisonné à Londres, aucune délégation britannique ne se rendra en Russie pour le mondial. Du côté français, le président Macron a annoncé qu'il se rendrait en Russie si la France se trouvait en demi-finale. Mais si cette compétition est réussie, que les supporters les plus violents et les plus racistes sont contenus, la Russie devrait pouvoir bénéficier d'un gain d'image sur les autres continents, notamment l'Asie et l'Afrique. Oui, et souvenons-nous, Fabien, la Russie avait accueilli les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, et c'est également en 2014 que la Crimée avait été annexée par Moscou en mars 2014. Le gouvernement ukrainien, lui, de son côté, a dit craindre des mouvements de troupes à l'Est pendant le mondial. Quel regard portez-vous sur cette alerte du gouvernement ukrainien ? Alors oui, l'information a été relayée dans les médias francophones et britanniques notamment, et à mon sens, il convient de replacer les choses dans leur contexte. Même si rien n'arrive tout à fait par hasard, l'annexion de la Crimée et les JO de Sotchi n'avaient pas de véritable lien. Cette annexion a eu lieu à la suite de la révolution de Maïdan qui a entraîné un changement de gouvernance en Ukraine, passant d'un gouvernement pro-russe à un gouvernement pro-européen et anti-russe, pour le dire rapidement. Ce timing, Moscou ne l'avait pas prévu, et l'annexion a fait suite à une série de déclarations anti-russes de la part des dirigeants ukrainiens. Les JO de Sotchi, organisés en parallèle, n'avaient pas de réel lien. Donc il n'y a aucune raison de voir des mouvements de troupes dans le Donbass pendant cette période. Une action militaire russe irait même à l'encontre des milliards dépensés dans cette Coupe du Monde
pour redorer l'image de la Russie. Merci beaucoup Fabien, voilà, en tout cas c'était intéressant d'aborder l'aspect diplomatico-géopolitique de la chose avant évidemment de s'attaquer au côté sportif de ce mondial qui aura lieu jusqu'au 15 juillet et qui aura lieu partout en Russie avec des matchs de l'équipe de France, un premier match de l'équipe de France d'ailleurs ce week-end, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce match avait lieu samedi 16 juin à midi et à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous avons évidemment pas encore le résultat France-Australie. Merci Fabien. Et à très vite. Le monde qui bouge, Fabien Herbert. Et à présent sur C'est l'Info, nous sommes avec Anne-Sophie Lallemand. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Martin. Anne-Sophie, pour te présenter, tu es la chargée des relations publiques Sénat Assemblée nationale pour l'association politique Génération d'avenir, une jeune association qui cherche à replacer cette jeunesse au cœur de l'action politique. Peux-tu nous en dire plus pour démarrer donc sur Génération d'avenir et sur ce qu'est Génération d'avenir ? Donc Génération d'avenir est une association apartisane et donc le but c'est de renouveler le débat public entre les parlementaires et les jeunes. Donc on peut le définir en deux temps. Tout d'abord on organise des réunions pour discuter sur des rapports et des propositions. Donc les jeunes se réunissent juste pour débattre et comprendre, essayer d'organiser et de réfléchir à des propositions. Puis après dans un second temps on se retrouve à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour en parler plus précisément et débattre plus concrètement donc, de vive voix avec les jeunes mais aussi les parlementaires qui viennent nous rejoindre et pour leur faire un réel dialogue entre les parlementaires et les jeunes pour échanger et voir plus concrètement si par exemple nos propositions sont possibles et sont réalisables. Oui, alors cette association qui a donc été créée en septembre de l'année dernière, septembre 2017, a déjà à son actif deux coworking, un à l'Assemblée nationale en mars et un au Sénat en mai. Exactement, donc le premier se fait à l'Assemblée nationale en mars dernier, donc c'était avec Constance Le Grib, donc vice-présidente de la commission culture à l'Assemblée nationale. Donc c'était très sympa, les jeunes étaient emballés, donc c'était très intéressant, les débats passionnants. Puis dans un second temps, on est allé au Sénat et on a rencontré Cédric Perrin, donc là tout aussi intéressant. Donc c'était plus porté sur des débats sur le numérique. Oui, des débats sur le numérique, sur la culture. Et donc le 16 mai, c'était également consacré au SNU, Service National Universel, avec différentes propositions qui ont été faites et des propositions qui sont ensuite proposées à des rapporteurs, ce qui signifie que Génération d'avenir s'inscrit réellement dans le cercle législatif de constitution de loi. Oui, exactement. En fait, par exemple, on voit ce qui est réalisable ou non. Les jeunes expliquent s'ils préfèrent que ça soit sur, par exemple, 3 ans, que ça soit, par exemple, 2 semaines chaque année entre la seconde et la première et la terminale, ou au contraire, s'ils préfèrent que ça soit 1 mois et demi. Donc, c'est vraiment des solutions concrètes que l'on propose. Les jeunes donnent leur avis et expliquent ce qui les concerne. Donc, c'est un vrai échange avec les parlementaires qui est bénéfique tout autant pour eux que pour nous. Oui, et donc le prochain événement de GDA, ce sera dans quelques semaines, dans quelques jours, le 29 juin à l'Assemblée nationale. Dis-nous-en un petit peu plus. Donc là, on est très heureux de vous accueillir à la salle Colbert. Donc c'est le deuxième hémicycle de l'Assemblée nationale et donc là on aura plusieurs députés qui seront là pour répondre à nos questions sur 4 sujets différents et notamment surtout sur le numérique, donc sur culture et numérique et culture et citoyenneté, et là on pourra parler sur plusieurs sujets. Les jeunes pourront tourner avec les députés et échanger avec différents parlementaires justement, députés et donc ça sera surtout sur le numérique, oui. Ouais, sur le numérique, donc avec 2 thèmes, le numérique et la culture, et le numérique et la citoyenneté. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des propositions qui sont faites, mises en place, ou vraiment tout se fera donc le 29 juin prochain ? On a déjà fait un rapport pour savoir, on a quelques chiffres, on fait des sondages souvent sur le site de GDA pour savoir par exemple comment on ressent par exemple le numérique, ou même sur le SNU on avait fait un sondage pour savoir ce que les jeunes en pensaient. Mais c'est vraiment dans ces coworking, à ce moment-là qu'on se voit vraiment, que les idées émergent. C'est comme ça, c'est en débattant qu'on comprend concrètement ce que les jeunes veulent et ce qu'on fait les vraies réflexions comme ça, tous ensemble, c'est ensemble qu'on peut aller plus loin. Oui, et ce qui va ensuite ressortir donc dans un rapport qui sera rédigé par l'un des rapporteurs de Génération d'avenir. Cela aura donc lieu le 29 juin, salle Colbert, il faut bien donc le préciser, c'est le deuxième hémicycle de l'Assemblée nationale. Et pour vous inscrire,
Faut juste aller sur le site et c'est vraiment ouvert à tous. Donc là, c'est vraiment un gros événement où franchement, on est ouvert à tous ceux qui veulent. Si c'est pour échanger, débattre, nous amener tout savoir parce que tout le monde est utile et on est tous intéressés par ce que vous dites. Oui, donc si on récapitule finalement, donc Génération d'Avenir, jeune association créée en septembre 2017. Son président Andreas Scheib, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Tu es donc là pour le représenter. On a donc eu chez Génération d'Avenir un premier rapport en date du mois de mars sur la culture, un second en date du mois de mai sur le SNU, un troisième donc qui sera publié cet été sur le numérique. Y a-t-il après, à horizon fin 2018, d'autres rapports, d'autres coworking qui seraient prévus pour les personnes, pour les jeunes qui ne seraient éventuellement pas présents le 29 juin ou, deuxième cas de figure, qui s'intéressent à d'autres sujets que le numérique? Pour rester sur le numérique, Pierre-Yves Bournazel nous accueille à l'Assemblée nationale le 28 septembre, donc là aussi vous êtes les bienvenus. Mais ensuite, donc il y aura d'autres coworking bien sûr, donc par exemple sur la cohésion de territoire, on aimerait bien faire, on a vu que les jeunes étaient intéressés par l'égalité femmes-hommes, donc là il y a aussi beaucoup de sujets, enfin franchement on essaye de faire le plus possible et le plus diversifié pour que tout le monde soit intéressé et puisse participer. Combien de membres et quel âge moyen pour Génération d'Avenir? Là on est à peu près à 100 membres. Et pour l'âge moyen, franchement, je ne peux pas vous dire, mais c'est vraiment entre la seconde et la L3, donc vraiment, je vais dire 16-22 ans. Merci beaucoup Anne-Sophie Lallemand. Je rappelle que tu es donc chargée des relations publiques de Génération d'Avenir, donc les relations publiques qui entretiennent des relations avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc c'est toi qui es investi dans la préparation de ces coworking avec l'ensemble de ces parlementaires. Je vous donne donc l'adresse du site internet de Génération d'Avenir, générationdavenir.fr, sur lequel vous pourrez vous inscrire au futur coworking que vous organiserez. Et puis Génération d'Avenir qui est également disponible sur les pages Facebook et Twitter. Merci beaucoup. Et même LinkedIn, effectivement. Merci beaucoup Anne-Sophie, à très bientôt. Le duplex avec Franck Payanave dans le 64, dans le Béarn, dans la ville de Sally. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Oui Franck, on vous retrouve dans des conditions assez peu inhabituelles avec des belles bottes, si vous nous regardez en vidéo sur www.c-l'info.fr. Pourquoi des bottes? Parce qu'il y a des inondations dans tout le sud-ouest de la France. Oui, effectivement, Salis de Béarn qui a donc été touché par de très fortes inondations dans la nuit de mardi à mercredi. 1,40 m de pluie mesurée au centre-ville de Salis. Et puis vous le voyez, encore cet après-midi, de très nombreux quartiers sont coupés par une dizaine de centimètres d'eau. Alors certains ont déjà commencé le nettoyage, c'est notamment le cas de cet habitant de Salis de Béarn qui était juste au bord du cours d'eau et qui a pris, comme je vous le disais, 1,40 m de pluie chez lui. Je vous propose de l'écouter. C'est déjà arrivé que vous ayez autant d'eau chez vous ou c'est la première fois? C'est la première fois. Je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose de fait en aval. C'est hier, c'est autour de 16h, presque 17h. Et puis vous voyez, tac, ça passe par-dessus. Là, on arrive, vous voyez, il commence à faire nuit. Il est 19h30, 20h, parce que c'était sombre. Vous voyez, on arrive sous le... Et ça, c'est l'égalité de l'eau sur tout le long. Il y a de petites variations, et à 6h du matin, c'est toujours... On ne voit toujours pas les... disons ceci, au monument aux morts, à 6h du matin, on ne voit pas les noms. On ne voit pas la plaque. La voiture à l'eau jusqu'au rétro. D'accord, ouais. Et puis après, ça commence à redescendre. Voilà, tranquillement. Alors pour venir en aide aux nombreux sinistrés, des centaines de pompiers venus de tout le département ont été mobilisés afin d'aider la population de Salis de Béarn. À cette occasion, le préfet Gilbert Payette est venu rendre visite à ces pompiers. C'était mercredi soir et à ce moment-là, il en a profité pour faire le bilan de cette situation. Je vous propose de l'écouter, c'était donc mercredi soir.
Après la décrue, c'est effectivement malheureusement le choc psychologique, la prise en compte effectivement de l'étendue des dégâts par la population. Et avec les élus, avec le maire, avec le conseil départemental, l'État sera là pour les aider. Le gouvernement a décidé de prévoir des séances spéciales de la Commission nationale catastrophes naturelles. La première se réunira dans moins de 10 jours. Le nettoyage avec la décrue qui va donc se poursuivre ici à Salis de Béarn, il va falloir plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines afin que Salis de Béarn soigne ses plaies et surtout qu'elle retrouve sa tranquillité. Merci beaucoup mon cher Franck et bon courage en tout cas pour la suite des événements. On espère que tout cela ira mieux dans les prochains jours avec le retour du soleil. Merci beaucoup Martin, à bientôt. Le duplex. Ici, Londres. Bonjour Alexander Seal. Bonjour Martin. Alexander, on est avec vous en duplex de Londres et de la tour de Grenfell, un an après l'incendie. Il y a un an jour pour jour, eut lieu l'incendie de la tour Grenfell à Londres où 72 personnes sont mortes. Alors je me retrouve devant une église méthodiste juste à côté de la tour qui a servi comme refuge juste quelques heures et quelques jours après l'incendie, où beaucoup d'anonymes, beaucoup de personnes dans le quartier ont apporté de la nourriture, des habits et des donations pour les personnes qui ont survécu cet incendie et qui ont tout perdu, qui ont perdu leur maison. Alors, l'état de la tour, en ce moment, elle est couverte par des banderoles avec un grand cœur vert parce que on ne peut pas filmer devant la tour en ce moment, ce jeudi 14 juin, pour préserver l'intimité des familles des victimes et aussi pour respecter le deuil de ces victimes. Parce que c'est un moment très douloureux. Un an après, c'est très douloureux. Tout ce quartier est en colère. Sur les hashtags et les réseaux sociaux, on voulait faire Green for Grenfell, Ici, vert pour Londres. Grenfell. Beaucoup d'immeubles, ainsi que la tour Grenfell, ont été illuminés en vert hier soir. Comme vous voyez peut-être derrière moi, il y a des personnes avec des écharpes vertes. Il y avait ce jeudi 14 un service mémorial dans une église à côté, où beaucoup de personnes avaient des écharpes vertes et ont lancé des ballons verts dans le ciel. Et il y avait une procession de l'église jusqu'à la tour et je vois des personnes, ils ont fini de chanter des hymnes. Oui, et Alexander, comment vont les familles? Quels sentiments? Alors les familles, oui, vivent toujours dans des logements temporaires et ils vivent toujours dans des hôtels aussi. 83 des 200 familles vivent toujours dans des logements temporaires. La première ministre britannique Theresa May a promis aux survivants et aux familles de reloger toutes les victimes dans les 3 semaines qui suivaient l'incendie. Elle n'a pas gardé ses promesses. Il y a donc une certaine colère et donc ces résidents demandent de la justice. Et puis, quid de cette enquête autour de la tour de Grenfell et de cet incendie? Alors oui, il y a une enquête, l'enquête de la tour Grenfell. En ce moment, il y a une pause pour les commémorations. Et donc l'enquête, donc la phase 1 a commencé le 21 mai. Et on a entendu des témoignages des 72 familles. Des avocats de ces familles ont témoigné à propos de ces 72 victimes. Et puis après, on a entendu des avocats des familles des victimes, des avocats des pompiers de Londres et des avocats des personnes qui ont construit l'immeuble. Et donc, parce que les pompiers ont été très critiqués pour ce stay put advice. Les pompiers ont conseillé aux résidents de l'immeuble pendant l'incendie de rester chez eux. Donc il y a une enquête et donc cette enquête de la tour Grenfell va durer jusqu'en 2019-2020. Donc tous ces habitants, toute cette communauté est en colère. Merci beaucoup Alexander pour toutes ces précisions et à la semaine prochaine.
avec la rédaction de RFI. Alors on parlait foot et géopolitique tout à l'heure avec Fabien Herbert, on va continuer à parler foot, cette fois-ci plus du côté de la technique footballistique, on va parler des secrets du football islandais. Eh bien oui, car pour la première fois un pays de 330 000 habitants a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de football. Et ce pays, il s'agit, vous l'aurez donc compris, de l'Islande, petite île de l'Atlantique Nord qui sera du voyage pour le mondial russe. Mais ce n'est plus vraiment une surprise, l'équipe d'Islande que l'on appelle là-bas nos garçons, s'était déjà qualifiée pour l'Euro, elle avait même réussi à atteindre les quarts de finale après avoir battu l'Angleterre. Mais alors comment les Islandais, qui étaient il y a encore une demi-douzaine d'années dans les profondeurs du classement de la FIFA, ont-ils réussi cette performance? Frédéric Faux s'est rendu à Reykjavik pour parler avec les joueurs, les entraîneurs et les fans, et ainsi tenter de percer les secrets du football islandais. Les secrets du football islandais, c'est un reportage en partenariat avec la rédaction de RFI, signé Frédéric Faux. Si vous avez suivi l'Euro de football 2016, vous vous souvenez sûrement de ça. Le clapping, symbole de la communion entre les supporters islandais et leur équipe, avait marqué l'Euro. L'Islande avait atteint, à la surprise générale, les quarts de finale. Et la voilà maintenant en lice pour la Coupe du Monde en Russie. Samedi dernier, pour la première fois depuis cette qualification, l'équipe nationale était de retour dans le petit stade de Reykjavik. Seulement 12 000 places. Un match amical perdu 3-2 contre la Norvège, mais pour Ilmar, le plus important n'est pas là. Ils ont été bons, le gardien a fait une grave erreur, mais à part ça, l'équipe a bien joué. Quand on a été à l'Euro, c'était déjà incroyable, et alors je ne pouvais même pas imaginer qu'on allait être à la Coupe du Monde. Tout est possible maintenant. Depuis, beaucoup se sont penchés sur le cas islandais. Comment un si petit pays, où la population est moins grande que celle d'une ville comme Nice, a construit ces performances? Comment a-t-il pu battre de grandes puissances du football comme les Pays-Bas et surtout l'Angleterre? Une partie de la réponse se trouve sur ce terrain de foot dans la banlieue de Reykjavik. Si les voix résonnent comme dans une salle de hand ou de basket, c'est que ce terrain est entièrement couvert. Lorsque l'on arrive de l'aéroport, difficile de manquer cet immense hangar aux couleurs du club de Breiðablik. Depuis les années 2000, les municipalités islandaises ont construit 7 terrains couverts, identiques à celui-ci, et 7 autres de la surface d'un demi-terrain. Dans un pays planté au milieu de l'Atlantique Nord, où les jours en hiver ne durent que 4 heures, où la neige, le vent et la pluie peuvent décourager toute activité sportive, ces maisons du football ont changé beaucoup de choses. Hakon Sverrisson est responsable de la formation des jeunes à Breiðablik. Cette maison du football a été construite vers 2001. Avant, la plupart des joueurs de foot devaient se mettre au hand, au basket ou à d'autres sports pendant l'hiver. On essayait de jouer au foot dehors de temps en temps, quand il ne faisait pas trop mauvais, sur des terrains couverts de gravier et de sable. On enlevait la neige et on jouait au foot sur un terrain gelé la plupart du temps. Hakon a commencé à jouer ici à l'âge de 5 ans. Il a été capitaine de l'équipe senior de Breiðablik pendant 7 ans, puis entraîneur au club 20 ans de suite. Une fidélité et un engagement typique de la façon dont, en Islande, on aborde le sport. On a 1550 licenciés dans notre club, donc ça fait beaucoup de gamins qui viennent jouer au foot. Ils viennent du quartier. En Islande, c'est comme ça. Vous rejoignez le club où vous habitez, où vous grandissez. Vous n'allez pas voir un autre. On utilise cette salle de 15h à 23h pour le foot. Le matin, ce sont les écoles qui viennent, les personnes âgées. Vous avez aussi les employés qui viennent jouer au foot à l'heure du déjeuner. Il n'y a jamais une minute de libre dans cette maison du football. Si cette politique du sport pour tous est possible en Islande, c'est que tous les clubs, toutes les installations sportives appartiennent ici aux mairies. Et les résultats sont impressionnants. La part des adolescents qui font du sport en club au moins une fois par semaine est passée en 20 ans de 40 à 60%. Pour les passionnés qui s'y rendent 4 fois par semaine, la proportion est grimpée de 17 à 40%. La consommation d'alcool, qui était un problème dans les années 2000, a chuté. Le bien-être et les résultats scolaires du pays ont progressé.
Un véritable choix de société qui satisfait Anna Rose, une avocate qui a inscrit sa fille au foot. Je paie environ 450 € par an, mais il est important de dire que la mairie donne aux parents un chèque de 400 € chaque année que l'on peut utiliser pour inscrire ses enfants au sport, chez les scouts ou dans une école de musique. La plupart des mairies en Islande font ça. Pour ce prix, ma fille fait du ski, du football et de la gymnastique. 3 fois par semaine, c'est le foot et c'est vraiment important qu'elle puisse jouer à l'intérieur pendant l'hiver. Sinon, ce serait trop froid pour une gamine de 5 ans. Cet argent, autre spécificité du sport islandais, sert à payer des entraîneurs. Non pas des parents qui se contentent de renvoyer la balle, mais de vrais entraîneurs, qualifiés, diplômés. À Breiðablik, beaucoup sont d'ailleurs titulaires de la licence A de l'UEFA, l'une des plus complètes. Ce sont souvent des enseignants qui enfilent un survêtement après les cours et sont payés pour quelques heures d'encadrement. C'est le cas par exemple de Yona. J'ai suivi beaucoup de cours ici en Islande. J'ai une licence A de l'UEFA et j'entraîne les filles de 6 et 7 ans. Les filles ici bénéficient du même temps d'entraînement que les garçons et d'entraîneurs tout aussi qualifiés. J'ai entraîné des filles plus âgées, mais maintenant je suis avec les petites. C'est vraiment super et amusant de leur apprendre à être de bonnes joueuses. Juste à côté, de jeunes gardiens de but de 7 à 8 ans sont formés par Gunnleifur Gunnleifsson. Il a été gardien de l'équipe nationale de 2000 à 2016. Il joue sa 24e saison dans ce club dont il est capitaine de l'équipe première. Mais ici, personne ne s'étonne de la présence de ce grand nom du football islandais, et encore moins l'intéressé. J'étais un bon gardien, donc j'essaie d'apprendre aux jeunes les bonnes positions, parce que la position du gardien, c'est vraiment le plus important. Et si vous n'avez pas un bon gardien, vous ne pouvez pas gagner. Si vous voulez réussir, il faut faire les mêmes choses encore et encore, et le faire bien. Donc, c'est très important d'avoir de bons entraîneurs, des entraîneurs ambitieux. Un système bien rodé et supervisé par Dagur Dagbjartsson, chargé de la formation des entraîneurs à la Fédération islandaise de football. Ici, les entraîneurs ont toujours été payés, mais ils font ça à mi-temps et ils ont un autre travail. Je crois que ça nous aide à garder les coachs dans les clubs. On n'a pas le problème de ces parents qui entraînent pendant 2 semaines et après c'est un autre pour 2 semaines et ainsi de suite. Bien sûr, on a des représentants d'autres fédérations de football qui viennent ici pour se rendre compte de ce qui se passe, mais nous savons qu'il est difficile de prendre ce système et de le transposer dans un autre pays. Parce que nous sommes un pays sans professionnels. Ici, le foot est amateur. Le mot clé, celui qui explique peut-être le plus cette spécificité islandaise, est lâché, amateur. D'autres pays ont de bonnes installations ou de bons entraîneurs, mais ce statut du football en Islande est presque unique. Ici, pas de club professionnel qui viendrait puiser dans le vivier des plus modestes. Avec sa centaine de clubs, ses 25 000 licenciés, soit plus de 7% de la population, le football en Islande est surtout une affaire de passion. Pour Vidar Aldersson, professeur de sociologie à l'Université d'Islande, c'est ce qui fait toute la différence. Nous n'avons pas de sport professionnel en Islande. C'est unique dans le monde occidental. Dans nos centres sportifs communaux, tout le monde peut jouer, que l'on veuille devenir athlète ou simplement s'amuser. Tout le monde est ensemble de l'âge de 4 à 20 ans. Je peux faire un match d'entraînement avec mon équipe de quartier et il y a un joueur qui essaye d'entrer dans l'équipe nationale. Il est peut-être dans l'équipe A et moi dans la C, mais on est ensemble aux entraînements, ensemble aux réunions. Il n'y a pas de sélection. Nous n'avons pas de club professionnel comme dans les autres pays qui viendraient pour prendre les meilleurs joueurs quand ils ont 10 ans et les mettre dans un autre système. On ne peut pas avoir un milliardaire qui arrive de l'étranger pour acheter Breiðablik. Ça ne peut pas arriver car le club appartient à la communauté. Ça nous aide beaucoup. Ça aide les joueurs de l'élite à garder les pieds sur terre et ça donne à tout le monde une chance. Par exemple à ceux qui se révèlent sur le tard, comme le gardien de notre équipe nationale. Avec un autre système, nous passerions à côté de beaucoup de bons joueurs. Pour Vidar Aldersson, le succès du football islandais s'explique aussi par un moment particulier dans son histoire sportive. Depuis 1959, le handball masculin était le seul sport collectif islandais à se qualifier pour de grands championnats. Et puis tout a changé il y a 10 ans.
Notre succès en football est un phénomène culturel. On a toujours été des amateurs et on manquait d'expertise. Puis, il y a 15 ou 20 ans, cette expertise professionnelle a commencé à arriver, notamment grâce aux joueurs islandais qui ont joué à l'étranger. C'est un grand moment car nous avons le meilleur des deux mondes. Nous avons des équipes qui sont professionnelles, dans ce sens qu'elles sont systématiques, organisées, mais ces équipes abordent aussi le sport comme un jeu, avec une bonne alchimie dans l'équipe. Le sport d'élite professionnalisé et commercialisé est devenu pourri, avec d'énormes égos, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne jouent plus avec l'équipe. Donc nous profitons de ce moment pour exploiter ces faiblesses. Amateur ne veut pas dire amateurisme. Pour ne pas rater un seul talent dans cette si petite population, toute une organisation a été mise en place par la Fédération de football. Nous sommes sur une pelouse de banlieue, au sud de Reykjavik, au milieu de barres d'immeubles. Le match, qui oppose deux équipes d'adolescentes, n'a attiré qu'un maigre public. Ce sont essentiellement des parents, comme Björn, devenus un habitué de ce genre de rencontres. Mes sœurs ont 10 enfants en tout, et tous les 10 jouent au foot. Et si je regarde ma famille élargie, il faut en rajouter 30 ou 40. C'est super. Mais le plus important, c'est la camaraderie entre enfants et l'exercice physique. Mais au milieu des spectateurs, Thorlakur Arnaldsson ne fait pas de la figuration. Chargé par la fédération de former les équipes nationales des moins de 15 ans, il est en repérage. Nous sommes à la toute fin du mois de mai. Il pleut et la température oscille autour de 7 degrés. Aujourd'hui, c'est officiellement l'été en Islande, mais ce n'est pas franchement une journée d'été comme vous pouvez le voir. En tout cas, les joueuses, elles s'en moquent. Certaines sont même en short. Alors à ce niveau, comme ce sont des jeunes de 13-15 ans, on en suit beaucoup. Par exemple, dans ce groupe, moi je m'occupe d'une dizaine de joueuses, mais dans 2 ans, il en restera peut-être 3 ou 4. Aujourd'hui, la fenêtre est très large, tout le monde a une chance, mais elle va se rétrécir. Et moi, je fais ça dans tout le pays, car même dans les petits bourgs, avec une population de 1000 habitants, il peut y avoir de très bons joueurs. Parfois, au premier regard, vous savez, ce premier regard où l'on voit un joueur et on se dit « Waouh, ça c'est important ». Mais il faut aussi réfléchir. En tant qu'entraîneur d'une équipe de jeunes, je dois penser à ce qui va arriver dans 5 ou 10 ans. Il y a très peu de joueurs qui sont professionnels en Islande. Est-ce que c'est un frein pour le développement de votre sport ici? Ça, c'est pas un problème. On s'entraîne comme des pros, on joue comme des pros, mais c'est juste qu'on est des amateurs. Vous n'avez jamais à demander à un joueur islandais de travailler dur, de courir, de tacler. Parfois, il faudrait même lui demander de se calmer un peu et de penser un peu plus. On est juste des Vikings, on n'a pas besoin de motivation. Les plus motivés peuvent donc progresser dans leur club de quartier et atteindre la première division islandaise. Nous allons rencontrer Arnthor Harry Atlesson, milieu de terrain pour Breiðablik, qui est en ce moment l'équipe en tête du championnat. Mais là encore, il faut oublier les clichés liés au football professionnel. Pas de Ferrari garé sur le parking, pas de star blasé qui nous reçoit avec un casque audio sur la tête. Arnthor nous donne rendez-vous en costume cravate dans la banque où il travaille. Welcome to Arion Bank. Bienvenue à la banque Arion. C'est l'une des premières banques du marché en Islande. Je suis employé ici au service des clients. Je m'occupe de tout ce dont ils peuvent avoir besoin. C'est le quotidien de l'immense majorité des joueurs de première division en Islande. Semi-professionnel, Arnthor reçoit de Breiðablik un petit salaire plus des primes pour les victoires. Mais ces quelques 1700 € mensuels sont insuffisants pour vivre en Islande. Il a donc fait des études, travaille dans une banque, mais s'entraîne et joue comme un pro. L'entraînement commence toujours à 17h. On a des fois 1 ou 2 jours de libre dans la semaine, mais en temps normal, on s'entraîne tous les jours et il y a les matchs. Cet entraînement dure de 5 à 7 heures moins le quart. Après, je dois m'étirer, aller dans un bain chaud, puis un bain froid pour prendre soin de mon corps. Vers 20h, je suis de retour à la maison où je rejoins ma petite amie. Elle n'est pas contente que je sois footballeur, car après avoir travaillé toute la journée, je vais au foot. On passe peut-être 1 heure ensemble et après, je dois aller dormir. C'est dur. C'est comme un travail, sauf qu'on n'est pas vraiment payé pour ça. Nous nous rendons quelques heures plus tard au stade de Breiðablik. Ce soir, l'équipe masculine va rencontrer KR en 16e de finale de la Coupe d'Islande.
So we are here at the game. Ok, voilà, on va descendre de la voiture. Voilà, le travail est fini. Je suis passé à la maison et maintenant c'est retour au travail. Mais pour le foot, ça va être un match très difficile et important. Voilà, donc là c'est l'entrée des joueurs sous le stade. Les autres joueurs arrivent, souvent de leur travail eux aussi, sans avoir pris le temps parfois de se concentrer avant le match. Une situation que l'entraîneur Auguste Gylfason, 6 fois sélectionné en équipe nationale, comprend parfaitement. Presque tous les joueurs sont au moins à mi-temps. Ils font des études ou ils ont un travail. C'est aussi le cas des entraîneurs. Moi, si j'ai un autre travail dans une entreprise d'électronique, je suis chef de produit audiovisuel. Le plus problématique, c'est le repos. C'est difficile d'être à 100% à l'entraînement pour les joueurs. On aurait besoin de plus de repos. Ce quotidien n'empêche pas l'excellence. Environ 70 joueurs professionnels islandais jouent dans toute l'Europe. Certains sont devenus des piliers de l'équipe nationale ou de leur club, comme Gylfi Sigurdsson, le milieu de terrain du club anglais d'Everton. Comme le rappelait le sociologue Vidar Alderson, le système islandais permet aussi à des joueurs de se révéler sur le tard. C'est le cas de Hannes Por Andersson. Gardien titulaire du Randers FC au Danemark, il occupe le même poste dans l'équipe nationale. Je suis devenu footballeur professionnel il y a 4 ans, à l'âge de 29 ans, ce qui est plutôt inhabituel pour un joueur de l'équipe nationale. Quand j'ai joué les qualifications pour la Coupe du Monde 2014 contre la Croatie, j'étais réalisateur professionnel. Je faisais des publicités et des clips. Pour cette Coupe du Monde, Hannes va devoir affronter les attaquants du Nigeria, de la Croatie et surtout l'Argentin Messi. Des adversaires qu'il respecte mais qui ne l'impressionnent pas. Je crois que l'on peut mener la vie dure à chacune de ces équipes. On a vraiment cet esprit d'équipe, cette alchimie entre les joueurs. C'est vraiment la chose la plus précieuse que l'on puisse avoir dans une équipe. Je joue aussi dans un club à l'étranger et on n'a pas cet esprit d'équipe. On n'obtient pas ça en appuyant sur un bouton, ce n'est pas quelque chose que l'on peut commander. Ça arrive naturellement. Cet esprit d'équipe, cette confiance, sont aussi ceux des supporters. Les fans de l'équipe nationale sont rassemblés au sein du groupe Tolfan. Traduction littérale, le 12e homme. Ilmar Stefansson en est le co-directeur. Dès le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde, on a vu que notre groupe D, c'était le groupe de la mort. En Islande, on pratique le jeu dur et j'aime ça. C'est pour ça que notre équipe nationale est si bonne, ils se battent pour chaque ballon. Je pense qu'aujourd'hui, l'Islande peut battre n'importe quelle équipe. On est allé à l'Euro, maintenant à la Coupe du Monde. Qui va nous arrêter maintenant ? Gudni Bergson, ancien défenseur et président de la Fédération islandaise de football, n'est pas loin de penser la même chose. Nous sommes très organisés, avec une défense difficile à percer. Quand on a le ballon, on essaye vraiment d'attaquer efficacement. Ça, ce sont nos armes. On essaye de se concentrer sur ce que l'on sait bien faire. Gylfi Sigurdsson est en ce moment notre joueur le plus créatif, le plus célèbre. Mais il n'y a pas de traitement spécial pour les stars et il n'y en aura jamais. Les joueurs s'assurent à ce qu'il n'y ait pas parmi eux une star qui se sent au-dessus des autres. C'est peut-être dû à notre tradition social-démocrate, à la proximité qu'entraîne notre petite population. Tout cela se reflète peut-être dans l'équipe dans une certaine mesure. The social democratic background of the society, the closeness of the small population, I think that is reflected perhaps in the team to some extent. Fellow fans around the world. Dire qu'une équipe nationale a le soutien du pays tout entier est peut-être un cliché, mais ce n'est pas le cas de l'Islande. Les footballeurs de l'Atlantique Nord ne sont pas surnommés les Vikings, comme on pourrait le penser, mais nos garçons. Un sentiment de communion et de filiation que partage même le chef de l'État. Tous les Islandais ont pu voir ce clip tourné par le président Gudni Jóhannesson et son épouse, tous deux vêtus du maillot de l'équipe nationale et tentant de jouer au foot dans un salon officiel. Que l'on gagne ou que l'on perde, c'est toujours excitant de faire partie de quelque chose de grand, même quand vous êtes petit. Venez faire la fête avec nous, tout le monde est bienvenu. Une fête qui va commencer à Moscou le 16 juin contre l'Argentine pour le premier match de l'équipe nationale islandaise.
Les secrets du football islandais, un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Pierre Chaffanjon. This is why we're not on the national teams. C'est donc la fin de ce 42e numéro de C'est l'info. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à le préparer. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et aussi présents chaque semaine pour analyser avec nous l'actualité. N'hésitez pas à nous laisser vos petits messages avec le hashtag C'est l'info sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Nous vous lisons régulièrement. Nous avons également une boîte mail contact@c-l'info.fr et un site internet www.c-l'info.fr. Je vous souhaite donc une excellente semaine, une belle fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.